On va pouvoir commencer. S'il y a des retardataires qui attendent pour venir s'installer. Alors j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir donc, pour 3 mini-conférences et un débat qu'on souhaite faire ensuite avec vous sur l'habitabilité et l'origine de la vie. Cette conférence est organisée par le CNRS dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle Origins. Vous avez pu voir éventuellement des affiches à l'extérieur de l'amphithéâtre. Et c'est un programme de recherche qui va travailler sur toutes ces questions que nous allons évoquer. Et on accueille ce soir 2 chercheurs et une chercheuse qui vont revenir sur 3 des thématiques de ce programme de recherche. Alors je vais commencer par Jean Duprat, qui est chercheur CNRS et qui va nous parler des échantillons extraterrestres à la recherche de la vie ailleurs dans le système solaire. Jean. Tant que ça charge, merci beaucoup pour cette introduction. Alors, je profite. Alors, est-ce que ça fonctionne? Voilà, donc il va y avoir trois exposés et ensuite un échange avec la salle. Donc je profite déjà juste pour remercier tout de suite Maud et Alessandro pour l'organisation de ces journées. Je vais parler ici, ce sera mieux. Donc c'est le kick-off, le lancement plutôt de du programme Origins, qui est vraiment une très très bonne nouvelle pour toute la communauté des gens qui s'intéressent donc aux recherches sur l'origine de la vie et l'origine des planètes. Alors, donc là, on va vous dire quelques mots assez généraux sur ces notions. L'origine de la vie existe-t-elle ailleurs ou a-t-elle existé ailleurs? C'est une question, comme ça a été dit hier, une question absolument fondamentale. Et comme toutes les très très grandes questions scientifiques, c'est en fait une question qui remonte au sens où l'humanité s'est posé cette question très, très tôt. Donc on peut, alors pour ce qui est de l'origine de la vie, la possibilité qu'il y ait d'autres mondes, on peut, comme souvent avec ces très très grandes questions, les premières intuitions, les premiers concepts, les premières fois qu'elles sont posées, ça remonte à l'Antiquité, donc dans notre cas Épicure. Puis plus tard, probablement, l'idée chemine. Et il y a plusieurs occurrences de personnes qui en parlent. Il y a Giordano Bruno, il y a cette lettre, les entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle. Ce qui est assez intéressant, c'est quand on regarde les leçons qu'il y a dans ces entretiens, il pose clairement la question de savoir est-ce que la Lune est habitée, est-ce que Mars est habité. Il pose la question du fait qu'il y a d'autres étoiles qui éclairent d'autres mondes, probablement semblables aux nôtres. Donc il y a déjà quelque part des work packages de... Bon, ils n'avaient pas candidaté aux mêmes appels d'offres, mais voilà. Alors, donc, les questions ou les intuitions sont anciennes, mais évidemment, les choses changent radicalement avec les moyens d'observation, avec les instruments. Et donc, à partir de la moitié du XXe siècle, comme souvent en science, les choses s'accélèrent et la question se pose différemment. Alors, une façon de résumer la question que on va aborder là dans ce court exposé, c'est une illustration de cette question. Alors, c'est la seule équation, entre guillemets, que je vais mettre, bien sûr. C'est ce qu'on appelle l'équation de Drake, mais bon, c'est une façon d'illustrer le problème auquel on est confronté. C'est si on s'intéresse au nombre de vies possibles, enfin de civilisations possibles extraterrestres, en gros, on peut voir la chose comme une succession de probabilités entre le nombre total d'étoiles qu'il y a, alors si on se restreint à notre galaxie, et puis on va regarder la fraction de ces étoiles qui ont des planètes, la fraction de ces planètes qui ont la possibilité d'héberger de la vie, puis ensuite la possibilité que cette vie émerge, puis que cette vie se complexifie, prenne des formes de plus en plus donc complexes, intelligentes, au sens large du terme, puis après... Il y a ce que nous supposons, ce que nous avons souvent en tête quand nous disons la vie, c'est-à-dire une forme de vie, disons, technologique, capable de communiquer ou désireuse de communiquer.
Alors on multiplie toutes ces probabilités et on finit aussi par multiplier ce qui n'est pas anodin par le temps que dure cette civilisation, ce qui est un vrai problème qui dépasse de loin le cadre de cet exposé, mais qui est une vraie question, parce que si ça ne dure pas très longtemps, on a résolu la question que pose Fermi. Et alors quand on met tout ça bout à bout, en fait, il faut le multiplier par le nombre d'étoiles, et le nombre d'étoiles, si on se restreint à notre galaxie, il est quand même phénoménal, c'est quelques centaines de milliards d'étoiles, et donc ce qui a poussé Fermi, qui était un très grand physicien, prix Nobel de physique nucléaire, à dire « mais où sont-ils ? Ils devraient déjà nous avoir soit contactés, ou en tout cas on aurait dû voir quelque chose, or on ne voit rien ». Donc voilà la question qui était posée par Fermi. Alors dans les 3 exposés que vous allez avoir, celui de Claire Moutou va surtout s'intéresser à la question vraiment celle-ci, c'est-à-dire les autres planètes potentiellement habitables. Donc c'est les exoplanètes et les exoplanètes qui sont habitables. Il y a d'autres types de corps célestes qui peuvent potentiellement abriter la vie, auxquels on ne pensait peut-être pas tout à fait à ce moment-là, qui sont les satellites glacés. Donc on sait, beaucoup plus proche de nous, là dans le système solaire, des satellites glacés qui entourent les planètes géantes, qui se forment d'ailleurs de façon générique. Probablement l'essentiel des planètes géantes se sont entourées de ce type de satellites. Ces satellites glacés, une grande partie d'entre eux, il y a des indications très robustes pour indiquer qu'en dessous des couches de glace, qui peuvent être très épaisses, il y a la présence d'océans. Et nous savons que sur Terre, d'ailleurs pas depuis si longtemps que ça, de la vie s'est développée, continue à se développer au fond des océans de façon totalement indépendante de la lumière solaire. Donc il n'est pas du tout impossible qu'au fond de ces océans, il y ait eu un développement de vie, ou il y ait encore des développements de vie qui sont, alors là, on peut comprendre, assez difficiles d'accès, mais ce n'est pas du tout en dehors du champ des possibles. Alors l'autre exemple vraiment frappant, enfin disons très intéressant dans le système solaire, c'est évidemment Mars. Donc Mars est en gros une planète relativement similaire à la Terre, au sens, enfin après elle a eu une évolution très différente, mais c'est une planète tellurique, rocheuse, plus petite que la Terre, et les observations, à partir d'en gros la fin du 19e, les observations un petit peu précises de la planète montrent que sur la planète il y a des structures. Donc ça c'est les fameuses cartes de Schiaparelli. Et ces structures, on voit d'ailleurs les évolutions de ces cartes sont assez... au début, il indique donc ces structures qu'il appelle canaux, même s'il se garde bien de penser, d'indiquer qu'ils peuvent être... mais enfin quand même, il les indique progressivement sur ces cartes comme des traits rectilignes, ce qui laisse quand même penser à un phénomène qui n'est pas tout à fait naturel. Ensuite, après la fin du 19e siècle, ça arrive donc au milieu du 20e siècle, l'exploration spatiale, et la première mission vers Mars, Viking 1, est une mission, c'est d'ailleurs la seule, donc américaine, dont le but est d'essayer de trouver des formes de vie vivantes sur Mars. C'est d'ailleurs la seule mission. Ensuite, après, les autres missions ont montré que progressivement, on a commencé à de mieux en mieux connaître la planète Mars et à réaliser que c'est un environnement qui est hautement inhospitalier maintenant. Et c'est seulement en accumulant les connaissances sur cette planète qu'on s'est rendu compte que cette planète, il y a longtemps, il y a plus de 3 milliards d'années, là par contre avait très probablement, il y a des indications très robustes qui indiquent qu'il y avait de l'eau liquide sur cette planète, avec des circulations d'eau, des rivières. Et donc là, actuellement, alors que nous parlons là, il y a, comme vous le savez, un rover sur Mars, Persévérance, qui est en train de prélever des échantillons, justement dans ces zones où on pense qu'il y a eu de la circulation d'eau liquide il y a plus de 3,5 milliards d'années, pour essayer de ensuite ramener sur Terre ces échantillons pour pouvoir les analyser. Donc ça, c'est ce qui va se passer dans les années à venir. Donc les années à venir vont être, du point de vue du retour d'échantillons, pour nous, ça va être vraiment un Eldorado, au sens, il y a pas mal de retours d'échantillons de différents corps. Il y en a eu, il y en aura la semaine prochaine. Il y a Guy Libourel dans la salle, je ne sais pas s'il est toujours là, il pourra vous en dire un mot sur le retour d'échantillons qu'il y a là d'un astéroïde carboné dans quelques jours. Enfin, le retour d'échantillons martiens, lui, c'est plus lointain.
En gros, ce qui serait prévu, si tout se passe bien, mais ces choses-là peuvent se décaler, c'est une mission pour aller rechercher les échantillons d'ici à peu près 5 ans et un retour sur Terre d'ici une dizaine d'années à peu près. Donc ça paraît un petit peu loin, à nos échelles c'est très très proche, il faut commencer à s'y préparer, et il y a pas mal d'étapes avant, dont pas mal de choses qui ne sont pas encore complètement définies, en particulier par exemple le centre de réception, là, on vient d'en parler là avant la pause, des problèmes très, très complexes. Alors maintenant, dans ces échantillons, donc, le but principal c'est d'essayer de trouver est-ce qu'il y a eu, il y a plus de 3 milliards d'années, un démarrage de vie sur Mars, et si oui, est-ce qu'on est capable de reconnaître des traces de vie qui auraient plus de 3 milliards d'années? C'est pas du tout une question évidente, ça. On pourrait se dire, bah oui, on va voir un fossile, tout va bien, c'est pas du tout inambigu. Alors, pour vous montrer ça, je vais revenir un tout petit peu sur une problématique complètement similaire sur Terre, c'est comment sait-on, que sait-on des premières traces de vie sur notre planète? C'est pas du tout une idée triviale. Donc, par exemple, à la fin du 19e, il y a eu une controverse maintenant qu'on a complètement oubliée, qui était sur la possibilité de vie dans des roches précambriennes. Et il y a eu une controverse très très vive à la fin du 19e parce que des géologues avaient trouvé au Canada une alternance, donc des roches précambriennes, avec des alternances comme ça, qui ressemblaient énormément, enfin qu'ils avaient identifié comme étant des sortes de foraminifères géants, et donc ils avaient clairement indiqué, ben voilà, on a des traces de vie, plus de 3 milliards d'années. Donc il y a eu une controverse pendant plusieurs décennies là-dessus, d'ailleurs très très vive, il y a eu un congrès à Londres où les gens se sont passablement... il y a eu une grosse tension là-dessus. Cette hypothèse avait un défenseur en particulier, c'était Darwin, qui était très très content qu'il y ait une trace de vie avant l'explosion cambrienne. Ça l'arrangeait beaucoup, donc voilà. Bon, après, cette chose-là, enfin, les géologues ont pu montrer que ce genre de formation est lié en fait à des phénomènes de haute pression et de haute température, et donc l'éosome, l'animal de l'aube, en fait a disparu, enfin est mort avec son principal défenseur à la fin du 19e. Mais ensuite, là, ça continue avec... là, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est combien c'est difficile l'exemple de la difficulté d'identifier des traces de vie. À la fin des années 80, milieu des années 80, fin des années 80, ce type de structure est identifié dans des cherts en Australie et sont identifiés comme des microfossiles. Ils sont d'ailleurs défendus en tant que tels, ils rentrent dans les livres académiques comme faisant partie des premières traces de vie sur notre planète. Alors, c'est débattu, mais il faut quand même attendre d'abord la multiplication des échantillons, ça c'est très important, de pouvoir montrer, quand on se pose ce genre de questions, qu'on voit ce genre de choses dans différents types d'échantillons, de pouvoir les comparer entre eux et de pouvoir réfléchir au contexte géologique dans lequel on voit ces choses-là. C'est pour ça que le retour d'échantillons martiens, par exemple, est très important pour ça, parce qu'on a les contextes géologiques. Et ensuite, après, l'avènement d'instruments de plus en plus précis a permis de montrer que ce qui est observé là, en fait, bon, certes, il y a un peu de matière organique, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup. Elle est dans les fissures, là, et l'essentiel, là, c'est, donc, vous voyez, là, c'est principalement l'imagerie de l'aluminium, c'est du mica. Donc là, maintenant, il y a un relatif consensus pour dire que ces structures-là, même si c'est encore débattu, sont très probablement pas biotiques, mais plutôt abiotiques. Depuis, donc, il y a aussi pas mal d'efforts qui ont été faits en prévision du retour des échantillons martiens, pour montrer qu'il est tout à fait possible de générer des formes, ce qu'on appelle des biomorphes, qui ressemblent énormément aux formes vivantes, mais qui n'en sont pas. Donc ça, c'est des choses qui ont été générées en laboratoire de façon totalement abiotique. Et donc ça alerte les chercheurs qui vont rechercher des formes de vie dans la matière extraterrestre pour dire... Là, en gros, le message, là, c'est la morphologie, c'est très tentant, mais l'habit fait pas le moine, et c'est, en tout cas, pas du tout, c'est très équivoque comme argument, la morphologie. L'autre chose qu'il faut bien garder en tête, et ça a été superbement imagé là, par le rover Curiosity il y a quelques années sur Mars, c'est qu'on observe très bien à la surface de Mars des figures ici d'altération des veines
qui sont liées à de la remobilisation d'eau. Et donc, les échantillons auxquels nous avons accès, effectivement, Mars a des terrains très anciens, comme ça a été dit dans les exposés précédents, plus de 3 milliards d'années, alors que sur Terre, c'est très rare, les roches qui sont aussi anciennes. Mais il ne faut pas penser non plus que Mars soit complètement un congélateur géant où rien ne bouge et attend nos analyses. Les échantillons vont être altérés et c'est absolument essentiel que des efforts qui sont entrepris actuellement de bien comprendre l'évolution, l'altération de ces échantillons sur des très longues échelles de temps, donc ici plus de 3 milliards d'années. Alors je vais terminer avec un ou deux mots sur la recherche de vie extraterrestre dans la matière extraterrestre, c'est-à-dire les météorites, celles qui tombent sur Terre. Donc là aussi, à la fin du 19e, il y a des papiers qui sortent. Alors il y a une étude qui est plus ou moins, qui est moins connue maintenant, mais qui est assez amusante, parce que amusante non, mais disons qui est intéressante. Ce chercheur, au début, il a travaillé sur les premières formes de vie sur Terre. Puis il a publié ce très long mémoire sur, donc vous voyez le titre, les météorites et leurs organismes. Et ce qu'il montre dans les météorites, pour lui, c'est très clair, c'est des coraux, enfin, il n'y a aucun doute, c'est de la vie. Et là, pareil, à ce moment-là, à la fin du 19e, Darwin est un grand défenseur de cette idée. Il s'avère que assez rapidement, cette idée est contestée. Puis les gens réalisent que ce qu'ils voient, c'est en fait des objets qui sont extrêmement étudiés actuellement, qui sont des chondres. C'est la constitutive principale de la matière extraterrestre primitive. Ce sont des objets de très haute température qui ont commencé très tôt dans l'histoire du système solaire. Ensuite, après, je dis un mot quand même sur cet exemple qui est connu, j'imagine, de la plupart d'entre vous, qui a fait énormément de bruit. Donc là, c'est l'exemple d'un débat qui a dépassé largement le cadre des réunions scientifiques pour vraiment aller sur la place publique dans les fin des années 90. C'était cette microstructure qui a été identifiée dans une météorite martienne très ancienne et qui a été proposée comme une possibilité de microfossile. Alors là, les papiers qui ont suivi, très rapidement, quelques années après, à peine, une année après, Bradley a montré que, en fait, ces structures, on pouvait parfaitement les faire avec la préparation des échantillons qui étaient faits, ou alors ça pouvait être des artefacts d'observation par microscopie électronique. Donc là, maintenant, en gros, il y a encore quelques personnes qui défendent l'idée que ce soit une trace de microfossile, mais la plupart des gens ne pensent pas du tout que ce soit une preuve, et en tout cas certainement pas une preuve robuste. Je vais terminer sur ce dernier slide, pour employer un mauvais mot, en vous remettant ici une section polie de météorites où vous voyez les objets ronds dont je venais de vous parler avant, c'est-à-dire les chondres, ces objets de très haute température. Et en fait, si on cherche les briques élémentaires de la vie, c'est justement pas là, ce ne sont pas ces objets-là, ni ces grands objets qui sont tous des phases de très haute température qui ont condensé avant la formation des planètes. C'est dans toute cette matière qui se faufile entre, qui est en fait le ciment de la météorite. Et ce ciment, qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la matrice, cette matrice est très riche en matière organique. Et cette matière organique, elle est très étudiée depuis des décennies. Et là, par contre, nous avons des preuves extraordinairement robuste que cette matière organique, donc elle est d'origine abiotique, elle a deux formes, soit une forme relativement complexe qu'on a évoquée dans les derniers exposés de cet après-midi, donc une forme insoluble avec des cycles polyaromatiques liés par des chaînes aliphatiques comme ça. Mais il y a aussi une partie de cette matière organique qui est soluble, qu'on peut extraire avec des solvants simples, et qui, elle, contient l'essentiel des briques du vivant, c'est-à-dire des sucres, des acides aminés, et ça, il n'y a aucun doute pour nous, on a des arguments très très forts pour indiquer que cette matière-là, elle est clairement extraterrestre, elle est transportée par l'essentiel de cette population d'objets qui sont les objets qui ont formé les planètes, qui ensuite sont tombés sur les planètes jeunes. Donc les planètes jeunes ont toutes reçu cet apport de matière organique. Et donc là, maintenant, toute la question est de savoir comment on passe de ces molécules carbonées simples à des choses plus complexes dont Grégoire va vous parler.
Merci beaucoup, Jean. Alors, maintenant, j'accueille Grégoire Danger, qui est professeur à Aix-Marseille Université et qui va nous faire un exposé sur les conditions pour l'émergence de systèmes vivants. Donc, bonsoir à tous, merci aux organisateurs pour l'invitation. Donc voilà, Jean vous a parlé un petit peu de l'origine de la matière organique, on peut en retrouver dans les objets interplanétaires qui sont les astéroïdes et les comètes. Donc maintenant, on va s'intéresser finalement à la transition de cette matière, ce qu'on appelait organique, donc il vous parlait tout à l'heure. Comment est-ce qu'on part d'un environnement où il n'y a pas de vivant, donc je vais appeler ça l'abiotique, vers un environnement où vous allez avoir l'émergence de vivants des systèmes biotiques. Et quelles sont les conditions environnementales qui permettraient d'obtenir cette transition qui, vous allez voir, est très loin d'être évidente. Donc pour essayer de trouver certaines réponses à cette question qui est très fondamentale, évidemment, il faut avoir une observable. L'observable, c'est la vie que vous avez actuellement sur Terre, c'est-à-dire vous, les bactéries, les mammifères, hôtes, les plantes, et ainsi de suite. Et donc, on va regarder dans ces organismes-là, la première approche qu'on peut faire, c'est déjà de regarder les molécules qui sont constitutives des systèmes biochimiques. Donc, si vous regardez ici, je vous ai mis deux exemples de ce qu'on appelle les biomolécules, donc les molécules vivants. Vous avez les protéines ici, et puis de l'autre côté, vous avez le support de l'information génétique, que sont les ADN et les ARN. Donc, dans les systèmes vivants, en fait, ces structures-là, donc si je me focalise sur les protéines, ont des rôles extrêmement importants puisque ce sont des structures, donc des molécules, des macromolécules qui vont permettre d'avoir une certaine structuration et d'avoir des effets de catalyse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez accélérer vos réactions et ça, c'est primordial pour qu'un métabolisme, c'est-à-dire que vos cellules puissent fonctionner. Et si on regarde la formation de cette représentation-là, qui est un peu bizarre, tout simplement, c'est si je zoome sur une branche ici de la protéine, eh bien c'est tout simplement une association de petites molécules qu'on va appeler des acides aminés. Vous les associez, vous formez un bras ici qu'on va appeler une liaison peptidique, et vous allongez, vous allez en mettre des dizaines de milliers, et vous allez former cette structure ici qu'on appelle la protéine. Mais il faut faire très attention, c'est que l'agencement de tous ces petits acides aminés, il n'est pas aléatoire. Il est codé par le matériel génétique qui se retrouve au niveau de l'ADN et l'ARN. Si vous aviez un agencement aléatoire, vous ne pourriez pas avoir ces structures-là, et c'est très embêtant parce que cette structure vous permet d'avoir l'activité de votre molécule qui va vous permettre d'accélérer les réactions. Donc dans les systèmes vivants, en fait, vous avez une interconnexion extrêmement importante entre le matériel génétique et les protéines que vous avez dans votre système. Vous ne pouvez pas transcrire, traduire l'ARN pour obtenir les protéines sans protéines. Et inversement, vous ne pouvez pas faire de protéines sans avoir le matériel génétique qui est le code qui va vous permettre de définir l'enchaînement des molécules. Et on a la même chose pour les acides oligonucléotides, c'est-à-dire c'est l'association de building blocks, comme disait tout à l'heure Jean, c'est-à-dire vous avez des bases nucléiques, ici du désoxyribose, du phosphate, et vous enchaînez tout ça et vous allez faire des brins. Donc toute la question, maintenant, évidemment, c'est de savoir toutes ces briques ici, alors il y a eu un petit spoiler de Jean tout à l'heure, mais dans quels environnements, quelle source de matière organique va permettre d'obtenir sur la Terre primitive ce genre de composés-là, et derrière, on va essayer de comprendre qu'on va pouvoir les associer dans l'environnement de la Terre primitive, c'est-à-dire entre 4,5 et 4 milliards d'années, là où vous n'aviez pas encore de système vivant. Alors, pour avoir une réponse, tout simplement, eh bien, vous avez, donc là, on va s'intéresser aux environnements extraterrestres, on va aller sur les objets interplanétaires, ce qu'on appelle que sont les comètes et les astéroïdes. Donc ici, vous avez une mission, la mission Rosetta, qui a été rencontrée donc, une comète. Donc elle a analysé à la fois son environnement gazeux et la surface de la comète. Et l'analyse a montré que eh bien, vous avez la présence d'un acide aminé. Vous vous rappelez, l'acide aminé, c'est ce qui va vous permettre de former les protéines. Et le plus petit des acides aminés, ce qu'on va appeler la glycine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un objet tel une comète qui n'a rien à voir avec l'environnement de la Terre primitive, vous commencez à avoir des fameuses molécules qu'on peut retrouver dans les systèmes vivants. Attention, je ne dis pas que la glycine qu'il y a sur la comète, c'est ce que vous avez chez vous. Vous verrez tout à l'heure, c'est beaucoup plus complexe. Une autre mission spatiale qui a eu pour objectif, donc c'est Hayabusa, d'aller à la rencontre d'un astéroïde carboné, cette fois-ci, de récupérer la surface, une fraction de la surface de l'échantillon, c'est quelques grammes, elle les a ramenés sur Terre, et comme ça on a pu utiliser les outils analytiques les plus poussés pour pouvoir déterminer la composition de cette fameuse matière organique.
Et en fait, si vous regardez ici, eh bien, on a pu détecter, enfin les scientifiques ont pu détecter jusqu'à 20 acides aminés différents. C'est-à-dire dans 2 objets interplanétaires qui sont différents, qui ont une histoire différente, eh bien, vous pouvez retrouver des building blocks. Et comme le disait Jean tout à l'heure, on peut aussi analyser les météorites qui se trouvent sur Terre, qui ont pour corps parent ces objets, les astéroïdes et les comètes. Et là, on peut aller encore plus loin dans l'analyse, parce qu'on a beaucoup plus de matière, et vous allez trouver des sucres. Vous vous rappelez, c'est la partie de l'ADN. Les bases nucléiques, c'est l'autre partie de l'ADN. Vous avez un très grand nombre d'acides aminés, jusqu'à 90 acides aminés différents ont pu être détectés dans les météorites, alors que si vous regardez vos systèmes biochimiques, vous n'avez que 20 acides aminés qui sont utilisés. Donc déjà, vous voyez qu'il y a une petite différence entre ce qu'on peut voir dans les objets interplanétaires, ce qui est formé de manière abiotique, et ce qu'il y a dans le biotique. Il y a une sorte de sélectivité qui, à un moment donné, est apparue. Donc on a cette matière organique. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y en a beaucoup dans certains objets. On peut en avoir aussi dans des planètes, Titan. On sait qu'il y a une chimie qui est extrêmement riche. Donc faire de la matière organique, ce n'est pas ce qui va nous poser le plus de problèmes. Maintenant, ça, on le sait. D'accord ? On en a beaucoup dans le système solaire et probablement beaucoup aussi dans d'autres systèmes planétaires. Donc maintenant, la question, c'est, on a cette matière organique, elle peut être apportée, on a la preuve de ça grâce à la présence de météorites sur Terre, elle peut être délivrée à la surface de la Terre, donc probablement qu'au moment de la Terre primitive, on avait cette matière organique qui était disponible. Maintenant, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on peut utiliser cette matière qui est totalement formée de manière abiotique pour aller vers la formation de systèmes biochimiques. C'est les systèmes biochimiques, ce sont les systèmes vivants. Donc pour avoir quelques réponses, je vous ai mis ici 2 citations. Donc c'est à la fin du 19e siècle, donc Charles Darwin, vous le connaissez pour toute sa théorie sur l'évolution des espèces. Mais il avait une intuition, alors je vais vous lire, ce qu'il vous dit ici, dans quelques petites marches chaudes en présence de toutes sortes de sels d'ammoniac, d'acide phosphorique, de lumière, de chaleur, d'électricité, qu'un composé de protéines fut chimiquement formé, prêt à subir des changements encore plus complexes. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà, il a eu l'intuition que la matière organique seule ne serait pas suffisante pour s'auto-organiser, c'est-à-dire commencer à s'assembler pour former des petits peptides et aller vers les protéines. Ce qu'il faut, c'est prendre cette matière organique, évidemment, elle est nécessaire, mais à côté, il faut lui ajouter une certaine source d'énergie, un certain environnement qui va être propice à son organisation, à son auto-organisation, ce qu'on va appeler. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point, c'est que la matière organique seule, elle n'est pas suffisante. C'est pour ça que quand on vous dit on détecte la glycine dans un astéroïde, c'est super, il y a la vie partout. Non, vous allez voir que c'est bien plus complexe que ça. Et puis, une autre citation que je voulais vous mettre, donc ça, c'est à la fin du 19e, début du 20e siècle, par 2 chimistes, où ils disent donc il n'y a pas de différence fondamentale entre les organismes vivants et la matière animée. Les combinaisons complexes des manifestations et des propriétés si caractéristiques de la vie ont pu provenir d'un processus d'évolution de la matière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous regardez la matière organique que vous avez dans un astéroïde, eh bien, il n'y a pas de différence entre la matière organique que vous avez dans un astéroïde et la matière organique que vous avez dans les systèmes vivants. D'accord ? Et que lorsque cette matière a été délivrée à la surface de la Terre, l'évolution chimique qui a pu avoir lieu grâce à l'arrivée de cet environnement qui a fourni l'énergie, eh bien, il n'y a pas de discontinuité entre l'évolution chimique abiotique jusqu'au système biochimique. C'est la même matière qui a évolué, mais qui a évolué vers des processus qui sont différents, comme on va le voir tout à l'heure. Donc c'est ce que je vous résume ici. Pour résumer, donc évidemment, on a besoin de matière organique. L'objectif, c'est que vous avez des toutes petites molécules, ces fameuses building blocks, par exemple les petits assimilés que je vous ai montré tout à l'heure. Et notre objectif, c'est d'aller vers la formation de molécules de plus en plus complexes pour évoluer jusqu'à l'émergence d'une organisation qui va être représentée par les systèmes biochimiques. Et donc, pour obtenir ça, vous n'avez pas de choix, il vous faut de l'énergie. Si vous n'avez pas d'énergie, vous n'irez jamais jusqu'ici. D'accord ? Ce qu'on appelle en chimie l'équilibre va aller vers le système qui est désorganisé. Donc l'énergie va vous permettre d'organiser votre système. Et si vous avez cette association entre la matière et l'énergie, ce qu'on pense, c'est qu'à un moment donné, donc on va pouvoir obtenir ce qu'on appelle l'auto-organisation. Ça veut dire que la matière, en dehors de toute, main extérieure, va s'auto-organiser elle-même parce qu'elle va être dans un environnement qui va lui permettre. Et ce qu'on pense, c'est qu'à un moment donné, eh bien, vous allez avoir l'émergence de systèmes chimiques bien particuliers qui vont être capables de se reproduire. Et parce que vous allez avoir acquis la capacité de se reproduire, vous allez pouvoir déclencher une évolution. C'est-à-dire que les systèmes vont évoluer sous contrainte de l'environnement qu'on va le voir. Donc si je vous résume un petit peu, donc, l'idée ici, c'est que la matière organique, encore une fois, vous pouvez la trouver dans plein d'environnements différents. Vous avez l'environnement endogène, ce qu'on va appeler donc toute la matière organique qui peut être synthétisée dans l'environnement de la Terre primitive. Vous avez l'atmosphère, vous avez les sources volcaniques,
vous avez les sources hydrothermales au fond des océans. Donc tout ça, ça peut vous fournir, générer une certaine quantité de matière organique. Et de l'autre côté, ça c'est une observable directe qu'on peut voir actuellement et qui pouvait y avoir donc au niveau de la Terre primitive, il y a 4,5 milliards d'années, c'est cette fameuse donc, matière organique exogène. En fait, c'est la matière organique que vous avez dans les astéroïdes qui a été délivrée, comme on en a discuté tout à l'heure. Et donc toute la question, c'est, encore une fois, c'est qu'à un moment donné, il faut obtenir cette transition qui va partir donc de la chimie abiotique vers une chimie qui va être en fait une chimie des systèmes. C'est-à-dire que là, on n'est plus à regarder les molécules par molécule, mais on va regarder les molécules, comment est-ce qu'elles interagissent entre elles, et c'est parce qu'elles vont interagir que vous allez pouvoir avoir l'émergence de propriétés bien particulières qui vont aller au-delà des molécules séparées et qui vont être l'émergence de systèmes chimiques qui vont être capables de se reproduire. Et parce qu'ils sont capables de se reproduire, ils vont avoir une persistance dans le temps suffisante pour pouvoir, ce qu'on appelle dans les systèmes vivants, muter, avoir des mutations, et pouvoir évoluer à des niveaux de complexité de plus en plus importants pour aller jusqu'aux systèmes biochimiques tels qu'on peut les connaître. Et ça, en fait, ça ne peut se passer que dans un environnement spécifique. C'est-à-dire qu'ils vont permettre, comme on le disait tout à l'heure, ce que l'intuition de Darwin, c'est qu'il va falloir avoir que cet environnement fournisse une quantité suffisante d'énergie pour qu'il y ait une sélection au sein de cette chimie abiotique de certaines molécules et pour pouvoir déclencher cette auto-organisation de la matière. Et une fois que vous avez l'émergence de cette chimie prébiotique, alors là c'est un débat, mais qui pour nous est une chimie des systèmes, vous allez pouvoir avoir une évolution en fait continue, vous n'avez plus de discontinuité entre l'émergence des premiers systèmes qui ont ces propriétés-là et puis l'organisation, la complexité de l'organisation que vous avez à la fin au niveau des systèmes biochimiques contemporains. Alors, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la matière organique, on en a partout. D'accord, mais elle ne va pas donner dans n'importe quelle condition des systèmes vivants. C'est-à-dire qu'il va falloir l'associer à de l'énergie, et cette énergie, elle dépend de quoi? Elle dépend de l'environnement dans lequel elle va se trouver. Donc maintenant, la question de se dire, c'est est-ce que ces environnements, on en trouve partout, ou est-ce que finalement, ils n'ont été présents que sur la Terre? Alors, est-ce que c'était des environnements locaux ou globaux? Ça, on n'a aucune idée. Globaux, pardon. Et ça, c'est un débat très important dans la communauté. Donc là, je vous ai mis 2 citations de chercheurs. Donc vous avez Nathalie Cabrol, qui est astrobiologiste, qui dirige le CITI. Donc pour elle, si vous voulez, vous avez des milliards d'étoiles. Pour chaque étoile, vous allez avoir un système planétaire. Et donc vous avez au minimum autant de planètes. Donc vous avez une probabilité très importante d'avoir une très grande quantité d'environnement. Donc pour elle, ça veut dire que la vie est abondante dans l'univers. Et puis à contrario, donc, on peut citer Jean-Pierre Bigring ici, qui est astrophysicien donc à l'Institut d'astrophysique spatiale à Paris. Et puis, donc pour lui, au contraire, l'environnement de la Terre est lié à une évolution astrophysique, des objets astrophysiques qui étaient liés à des contingences, à du hasard contraint par les lois physiques. Et pour lui, au contraire, l'environnement de la Terre est unique et donc que la vie sur Terre est un cas unique dans l'univers. Alors, est-ce qu'on a finalement des moyens de départager actuellement dans nos connaissances ces 2 positions, ou au contraire, il y a une position peut-être intermédiaire? Donc, si on regarde déjà au niveau des systèmes biochimiques, donc, ce qui est vrai, c'est-à-dire que l'environnement de la Terre telle qu'elle est, dans sa position dans le système solaire interne, la température que vous avez pu avoir, la tectonique des plaques qu'il a pu avoir sur cet objet-là, sur la Terre primitive, est en effet liée à une très forte contingence. Lorsque vous regardez donc ça tout à l'heure, Claire en parlera tout à l'heure, mais les systèmes planétaires, vous avez très peu de systèmes, voire pas de systèmes planétaires, il me semble, qui ressemblent au système solaire. D'accord ? Donc c'est clair que la Terre, la formation de la Terre est liée à une très forte contingence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'origine de la vie, donc l'environnement de la Terre, est liée à une très forte contingence. Donc la probabilité de retrouver des formes de vie qui sont équivalentes à celles que vous avez sur Terre est proche de 0. D'accord? Parce que pouvoir retracer l'histoire exacte qui mène au système vivant tel que vous avez sur Terre, elle est extrêmement peu probable. Donc le fait de trouver des systèmes vivants contemporains dans d'autres environnements que celle de la Terre, elle est proche de 0. Mais en chimie, il faut dissocier les molécules du processus. Sur Terre, les systèmes vivants, ils ont besoin des biomolécules, des protéines, ADN, ARN, lipides et ainsi de suite. D'accord ? C'est le système biochimique terrestre. Et vous avez des processus, grâce à ça, vous avez des métabolismes qui font que vous avez la capacité de vous reproduire, et parce que vous avez la reproduction, vous avez l'évolution. Mais ce processus de reproduction, on peut très bien le trouver, le bâtir à partir d'autres types de molécules. Et donc, vous pourriez très bien avoir
des systèmes vivants extraterrestres qui soient en fait basés pas sur les mêmes molécules, mais sur les mêmes processus, cette capacité de reproduction. Et parce que vous avez les reproductions, vous avez une certaine durée par génération dans le temps qui vous permet d'évoluer. D'accord ? Donc la question, en fait, donc là, ici, c'est ce que je vous ai mis ici. Donc la question maintenant, c'est non plus de savoir si on va pouvoir recréer ou trouver les mêmes formes de vie qu'on a sur Terre dans d'autres environnements, c'est plutôt de comprendre quel type d'environnement nous permettrait d'avoir l'émergence de ces mêmes processus, c'est-à-dire des systèmes chimiques qui sont capables de se reproduire, mais qui pourraient être basés sur totalement autre chose que les molécules qui sont constitutives actuellement des systèmes vivants contemporains sur Terre. Et en fait, on n'a pas d'informations là-dessus pour le moment. On ne sait pas répondre encore si Nathalie Cabrel a raison ou si Jean-Pierre Vivry a raison, tout simplement parce qu'il faut aller tester dans nos laboratoires cette hypothèse-là, essayer de déterminer quels sont les paramètres minimaux qui vont permettre d'obtenir cette auto-organisation de la matière, qui est le prélude en fait à l'émergence de cette fameuse chimie prébiotique, qui est ensuite donc cette chimie du système, qui ensuite va pouvoir évoluer vers les systèmes vivants. Et donc, pour le moment, on n'est pas capable de savoir, enfin moi je pense qu'on n'est pas capable de dire si la vie est unique à la Terre ou est-ce qu'on peut trouver d'autres formes de vie dans d'autres environnements, parce qu'on ne sait pas quels sont les paramètres minimaux qui vont nous permettre d'avoir cette émergence et cette auto-organisation de la matière. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Et donc c'est au tour de Claire Moutou, qui est chercheuse au CNRS, pour parler de la caractérisation des planètes habitables. Claire. Bonsoir. Et donc moi je vais vous amener un petit peu plus loin, voire beaucoup plus loin. Et vous allez voir que les questions qu'on se pose ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors je vais commencer par définir ce terme, exoplanète. Qu'est-ce que c'est qu'une exoplanète ? Alors c'est une planète qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil. Voilà. Donc ça c'est la définition. Donc on va essayer de voyager dans notre connaissance de ces exoplanètes et voir qu'est-ce qu'on appelle une planète, qu'est-ce qu'on appellerait une planète habitable et dans quelle mesure on peut vraiment définir ça. Alors on va prendre beaucoup de distance, du coup, voir notre galaxie comme si on pouvait la survoler. Donc notre place dans la galaxie est ici. On est une étoile parmi au moins 200 milliards d'étoiles dans cette galaxie. Notre Soleil est ici. Et donc ces 200 milliards d'étoiles, est-ce qu'elles comportent elles aussi un système planétaire ? Et si c'est le cas, est-ce que ce système planétaire correspond à des propriétés qui correspondent à celles du système solaire ? Alors, vous voyez peut-être une diversité d'étoiles dans cette galaxie. Il y a beaucoup d'étoiles qui sont différentes. Il y en a qui sont plus grandes, beaucoup plus grosses, avec une durée de vie beaucoup plus courte que le Soleil. Il y en a beaucoup, la majorité, qui sont beaucoup plus petites que le Soleil. Est-ce que les scénarios de formation stellaire et planétaire sont les mêmes pour tout ce type d'étoiles ? Donc, est-ce qu'on va trouver des cortèges de planètes autour de tous les types d'étoiles ou non ? Donc c'est un peu, on a évidemment pas du tout les mêmes moyens de travail que les géochimistes ou les biologistes. Nous, on utilise la lumière et cette lumière va nous permettre de regarder l'ensemble des étoiles qui nous environnent dans la galaxie et essayer de recomposer ou de comprendre les phénomènes physiques qui ont mené à la formation du système solaire et en regardant la diversité des systèmes qui nous entourent. Donc on voit des régions roses, par exemple, qui sont des pouponnières d'étoiles, des endroits où les étoiles et les planètes autour d'elles sont en train de se former aujourd'hui. Et c'est en regardant ces systèmes-là qu'on est capable de reconstruire un peu l'histoire de la formation du système solaire. Donc, toutes les étoiles ont-elles des planètes ? Et quelle est la diversité de ces planètes autour des étoiles ? La question suivante qu'on va se poser, c'est est-ce que certaines de ces planètes sont habitables ? Et puis, peut-être un jour, on se posera la question de savoir si certaines de ces planètes habitables sont vraiment habitées. Voilà, toute cette recherche ne peut pas être faite du tout avec
des voyages vers ces mondes interstellaires. Les distances sont beaucoup, beaucoup trop grandes pour envisager une telle aventure très risquée pour l'humanité et pas du tout raisonnable. Donc on fait tout ça avec la lumière. Et donc voilà directement où on en est aujourd'hui dans notre connaissance des systèmes solaires et planétaires. Donc dans ce diagramme-là, vous avez la période orbitale, donc plus on s'éloigne vers la droite et plus la période de la planète est grande, et plus on monte en hauteur et plus le rayon de la taille de la planète est grand. Et donc vous voyez ici pour référence la Terre, Neptune et Jupiter. Ici une période de 1 jour, ici une période de 1 an, donc la période de la Terre, et 1 mois. Donc vous voyez l'ensemble, c'est une façon de représenter les 5000, un peu plus de 5000 exoplanètes connues aujourd'hui. Et elles se répartissent comme ça, et vous voyez qu'il y a des paquets. Elles ne sont pas complètement réparties partout. D'abord, on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup de planètes qui sont connues à des très grandes distances de leur étoile. Ça, c'est un biais observationnel. Il y a des biais observationnels là-dedans. Et ça, c'en est un. Donc, on ne va pas pouvoir connaître la caractéristique de ces planètes qui sont situées très loin de leurs étoiles. Il y a aussi d'autres caractéristiques. Par exemple, ici, un gros paquet où on voit des planètes grosses comme Jupiter, mais qui ont quelques jours de période orbitale. C'est des planètes qui n'existent pas dans le système solaire. Et ça a été en fait les premières qu'on a découvertes, et qui ont surpris beaucoup la communauté des chercheurs, parce comme on ne la connaissait pas dans le système solaire, on n'avait pas imaginé que ça pouvait exister. Mais 1 an plus tard, les théoriciens des formations de planètes avaient déjà trouvé une parade à l'existence de ces Jupiters chauds. Donc comme ils sont très proches de leur étoile, ils sont montés à des températures très élevées de plusieurs milliers de degrés. Donc les Jupiters chauds, finalement, ce sont des planètes très exotiques. C'est le plus facile à trouver, c'est encore un biais observationnel, c'est-à-dire qu'on les trouve plus facilement alors qu'ils sont très peu fréquents. Et vous voyez qu'il y a un autre gros paquet ici qui représente un domaine de taille qui est situé entre Neptune et la Terre. Et donc ça aussi, ce sont des planètes qui n'existent pas dans le système solaire. Donc on a découvert... Toutes celles qu'on a découvertes, finalement, sont des planètes qui sont qui ne sont pas représentées dans le système solaire et dont on ne connaît donc pas de près, j'ai envie de dire, les caractéristiques physiques. Donc, selon plusieurs de leurs paramètres ou selon leur masse ou selon leur rayon, on va les appeler des sous-Neptunes ou des super-Terres. Vous voyez, l'imagination n'est pas très développée, mais en gros, c'est soit des planètes qui sont comme Neptune, mais un peu plus petites, ou comme la Terre, mais un peu plus grandes. Donc, soit des planètes telluriques, donc terrestres, rocheuses, qui seraient de taille plus importante que la Terre, ou soit des planètes gazeuses, riches en eau, probablement comme Neptune. Et puis on commence à descendre en dessous de cette taille de la Terre, qui est quand même une planète toute petite, on peut se rendre compte par rapport à l'ensemble des exoplanètes connues. C'est aussi un biais observationnel. Il y a probablement beaucoup de planètes aussi petites que la Terre, mais elles sont beaucoup plus difficiles à trouver. Voilà. Il faut savoir que l'ensemble de ces exoplanètes sont trouvées par des méthodes très distinctes. Certaines vont donner une mesure de la masse de la planète, d'autres vont donner une mesure de la taille. Quand on a de la chance, on a la capacité de mesurer à la fois la taille et la masse de ces planètes. Et dans ces cas-là, on a une indication supplémentaire, ça va être la densité de cette planète. Et dans presque tous les cas, on est capable de savoir à quelle distance de leur étoile elles sont. Mais c'est à peu près c'est un mélange de méthodes qui donne ces différentes planètes. Alors maintenant, je vais vous montrer comment, si on regarde ce petit échantillon, donc là, il y a plus de 5000 planètes, pardon. Si on regarde un petit échantillon des planètes pour lesquelles on a la masse et le rayon qui est mesuré, à quoi ça ressemble? Alors, ce sont ces points bleu clair, là. Donc, vous voyez le rayon en fonction de la masse, et ça en nombre de fois la masse de la Terre et le rayon de la Terre. Et donc, alors, d'abord en rouge, ici, on a les planètes du système solaire, donc la Terre et Vénus ici, Jupiter et Saturne là-haut. Et puis les traits, ça représente des modèles de ce qu'on connaît de la formation des planètes.
Donc des planètes gazeuses, riches en hydrogène, se situent toutes sur cette ligne-là. Et on voit qu'il y a ce gros paquet de planètes géantes comme Jupiter et Saturne qui est représenté ici. Ensuite, on a une ligne verte ici qui représente une planète qui serait composée d'eau seulement. Alors évidemment, on ne s'attend pas à trouver des planètes qui ne soient constituées que d'eau, mais c'est pour avoir une idée de, par rapport à la densité de l'eau, où se situent les planètes qu'on trouve. Et vous voyez Uranus et Neptune ici. Et puis en dessous, en orange, une planète qui aurait la même densité que la Terre. Et puis un peu encore plus dense, en bleu ici, une planète qui aurait la densité du fer. Et donc, vous voyez que cette nouvelle population des super-Terres ou des su-Neptunes, qui se trouve ici entre la Terre et Neptune, a une densité qui peut être intermédiaire. Et donc, probablement que certaines d'entre elles ont une grosse partie de leur masse qui est due qui a la densité de l'eau. Donc, on peut s'attendre à des planètes océans, par exemple. Donc, vous voyez que la diversité de ces planètes est assez bouleversante, en fait, et fait prendre vraiment conscience de la difficulté de rechercher de l'habitabilité sur ces planètes. Alors, il y a une notion qui est très importante, c'est la notion de planète habitable, c'est-à-dire la zone habitable. Quel est l'endroit autour d'une étoile où on peut s'attendre à ce qu'une planète soit habitable? Alors, il y a beaucoup de simplifications dans cette définition de la zone habitable, mais disons, prenons une planète une planète comme la Terre autour du Soleil. Est-ce que si on pouvait rapprocher la Terre du Soleil, il y aurait un endroit où elle serait moins habitable que ce qu'elle est aujourd'hui? Et de la même façon, si on la retire, si on l'éloigne du Soleil, est-ce qu'elle devient inhabitable? Et en fait, oui, on se rend compte qu'il y a une zone à l'intérieur du système, plus proche du Soleil, où la température à la surface de la planète serait beaucoup trop chaude. Et dans ces cas-là, ce qu'on s'attendrait à trouver, c'est qu'il y a un emballement de l'effet de serre sur la planète, de l'atmosphère, qui fait que la température augmente énormément et toute l'eau liquide s'en va. Alors là, on pense que l'eau liquide, c'est quand même un solvant important à avoir, la surface de la planète. Et si on perd cette eau liquide en approchant trop près de la planète, on va sortir de la zone habitable. Et de la même façon, si on écarte la planète de l'étoile, on se trouve dans des températures qui sont trop froides, où l'effet de serre lui-même n'arrive pas à réchauffer suffisamment la glace pour en faire de l'eau liquide. Donc finalement, dans chaque système solaire, dans chaque système stellaire autour d'une autre étoile, il va y avoir une zone qui ressemble à un anneau, où la température serait juste ce qu'il faut pour que l'eau soit liquide à la surface de la planète, et cela pendant des milliards d'années si possible. Donc vous voyez que c'est une définition très simpliste. On appelle ça la zone habitable simplement parce que l'eau est liquide à la surface, mais on pense que c'est une condition importante. C'est peut-être mal choisi le mot habitable pour cette zone. Alors, où en sommes-nous? Je vous ai montré 5500 à peu près planètes connues, exoplanètes connues, 800 à peu près dont on connaît la masse et le rayon. Maintenant, quelles sont celles qui sont situées dans la zone habitable, et en particulier, quelles sont celles dans cette fameuse zone super-Terre sous Neptune qui serait située dans la zone habitable? Alors voilà à quoi elles ressemblent. Vous voyez qu'il y en a une petite cinquantaine. Donc ici, plus on monte et plus l'étoile haute de ce système est chaude, et plus on descend, plus elle est froide. Vous voyez que la taille de l'étoile varie en fonction de sa température. Les froides sont toutes petites et les chaudes sont plus grosses. Et puis de ce côté-là, plus on va vers la droite et plus on s'éloigne de l'étoile. Donc plus la température à la surface de cette planète est froide. Et donc, on a représenté ça en nombre de fois le flux reçu à la surface de la Terre. Donc, ici, cette ligne-là, où on voit la Terre, c'est une fois. Donc, c'est exactement le même rayonnement reçu sur la Terre que sur une autre planète à cette distance-là. Et par contre, ces planètes-là sont plus chauffées, et ces planètes-là sont moins chauffées. Et vous voyez que cette différence est assez grande. C'est la définition de la zone habitable en fonction de la température de l'étoile est assez grande. Ça représente
entre 1,5 fois et puis 1/4 du flux reçu de l'étoile. Alors évidemment, plus l'étoile est grosse et plus elle est chaude, et plus il va falloir s'en éloigner pour être dans la zone habitable. Mais voilà, en fait, ici est résumée la cinquantaine de planètes qu'on a trouvées dans la zone habitable et qui auraient une surface rocheuse et possiblement une atmosphère et possiblement un océan liquide à leur surface. Vous voyez que la Terre a une très proche voisine, elle s'appelle Kepler 452b, et qui a à peu près, qui a une étoile un tout petit peu plus chaude, une période un tout petit peu plus longue que la Terre. Et je pense qu'on n'a pas encore mesuré la masse de cette planète-là. C'est parfois difficile de mesurer la masse de la planète, mais le rayon est assez similaire à celui de la Terre, et à peu près 2 fois celui de la Terre. Vous voyez que d'autres choses ici, Mars est dans la zone habitable du Soleil. Malheureusement, elle n'a pas conservé son atmosphère, donc elle n'est plus habitable aujourd'hui. Et puis Vénus, elle, par contre, est à l'extérieur de la zone habitable, elle est trop proche du Soleil. Voilà. Et parmi ces 50 planètes dans la zone habitable, on n'en a qu'une dizaine pour laquelle la masse et le rayon sont tous les deux mesurés. Donc vous voyez, de 5500, le gros échantillon des exoplanètes, on tombe à 10 planètes qui seraient à la fois rocheuses et dont les caractéristiques sont suffisamment avancées, suffisamment connues pour être considérées, pour être bien précises. Alors je vais vous parler de l'une d'entre elles quand même, qui est une étoile assez particulière parce que c'est l'étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure. Donc c'est une étoile qui... autour de laquelle a été découverte une première planète avec une période de 11 jours et à peu près une masse assez proche de la masse de la Terre. Donc cette première planète a beaucoup fait parler d'elle parce qu'elle est dans la zone habitable de Proxima, de cette étoile. Quelques années plus tard, continuant à l'observer, une deuxième planète a été découverte à une période 2 fois plus courte. Donc celle-là hors de la zone habitable, probablement un peu trop chaude. Et puis, il y a peut-être une troisième planète, plus à l'extérieur du système, qui a été découverte aussi et qui demande confirmation, avec une période de 5 ans. Alors ici, ce n'est pas l'échelle en distance, hein, j'ai essayé plutôt de mettre à l'échelle en taille. Et vous voyez que l'étoile, quand même si là, du coup, c'est un petit peu exagéré, l'étoile est quand même assez différente du Soleil, en cela qu'elle est très active et elle a assez fréquemment des grosses éruptions de ce type-là. Donc évidemment, quand on pense à cette petite planète qui est dans la zone habitable de son étoile, est tout près, parce que comme l'étoile est toute petite, la zone habitable est tout près, elle va recevoir un flot de particules et un flot énergétique qui est assez important. Donc les questions d'habitabilité vont bien au-delà de la présence d'eau liquide, probablement, et c'est un sujet de recherche en soi. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une planète habitable? Quels sont les autres paramètres environnementaux qu'il faut considérer pour l'habitabilité des planètes? C'est vraiment la recherche en cours aujourd'hui. On a beaucoup parlé d'ailleurs d'environnement pour ces planètes, et je trouve ça assez important. C'est un mot qu'on utilise aussi pour notre Terre à nous. L'environnement pour les planètes, c'est vraiment très lié à la vie. Alors, l'étape supplémentaire dans la caractérisation des planètes et l'importance de chercher d'éventuelles traces de vie sur ces planètes, c'est de savoir caractériser leurs atmosphères. Donc voilà comment on s'y prend. Donc évidemment, on ne peut pas s'approcher de ces systèmes, on est obligé d'utiliser la lumière qui est notre vecteur principal. Et donc on imagine que l'observateur est ici et regarde la planète au moment où elle passe devant l'étoile. Alors ça ne se passe pas dans tous les cas, hein, ça demande un alignement parfait entre l'étoile, la planète et l'observateur, donc ça peut arriver, mais c'est très rare. Et quand ce phénomène se produit, on peut espérer regarder l'atmosphère quand elle absorbe une partie du rayonnement de l'étoile. Et donc, en fonction du rayonnement qu'on va obtenir ici, qu'on va pouvoir analyser, on va peut-être être capable de trouver des traces de gaz dans l'atmosphère de ces planètes.
Et donc, ça va être tout l'enjeu. Alors, c'est des recherches qui ont commencé déjà il y a 10 ou 15 ans et qui sont en pleine explosion grâce au télescope James Webb dans l'espace, mais aussi au télescope au sol qu'on utilise fréquemment pour faire ces observations-là, et qui permettent de mesurer à la fois la composition chimique des atmosphères, mais aussi la vitesse des vents, la position relative en altitude des nuages ou des molécules. Et donc c'est aussi grâce à ce genre de méthode qu'on va être capable de caractériser peut-être un jour des biosignatures. On en est encore assez loin, mais c'est l'objectif. Et vous voyez qu'il peut y avoir des atmosphères très différentes. On a trouvé des grosses atmosphères très diffuses comme ça, où les molécules sont assez faciles à sortir, et puis d'autres qui sont beaucoup plus ténues ou qui vont être recouvertes d'une couche de nuages ou de brume, qui vont être beaucoup plus difficiles à caractériser. Donc voilà, gardez en tête que trouver la vie dans l'univers ailleurs, ça va être compliqué par ce genre de difficultés qu'on rencontre. On n'a que la lumière pour nous guider, qui nous donne à la fois accès à la masse, aux rayons, parfois, des planètes, et puis parfois, dans le futur, peut-être à la composition chimique des atmosphères. Donc voilà, pour résumer, 5500 planètes aujourd'hui, 500 qui sont bien mesurées, pour lesquelles on a à la fois la masse, le rayon, la période, on connaît beaucoup de choses de ces systèmes. J'ai oublié de le dire, mais sur ces 5500 exoplanètes, il y en a une bonne partie qui sont dans des systèmes avec plusieurs planètes. Alors, ça peut être comme dans le système solaire, les petites planètes devant, les grosses planètes derrière, mais ça peut être aussi assez différent. On peut y avoir une alternance de petites et de grandes planètes. On a sur ces 5500 planètes 10 super-terres qui pourraient être considérées habitables parce qu'elles sont dans la zone habitable qui est caractérisée par la présence possible d'eau liquide à la surface de la planète. Et c'est en continuant d'explorer notre environnement galactique et toute sa diversité, des systèmes jeunes, des systèmes moins jeunes, des étoiles chaudes, des étoiles froides, des étoiles actives et des étoiles calmes, qu'on arrive à comprendre les mécanismes de formation, les mécanismes d'évolution de ces systèmes, qui sont vraiment sur des échelles de temps énormes, de millions d'années. Et l'architecture des systèmes, évidemment, est importante. On a trouvé une énorme diversité d'exoplanètes. Je suis sûre qu'on n'est qu'au début de l'aventure et qu'on va continuer à être très surpris. Et puis le prochain grand défi, ça va être de comprendre la composition des atmosphères et d'aller chercher des traces de vie éventuelles. Je vous remercie. Merci beaucoup à Claire et merci donc à nos 3 intervenants. Maintenant, on se propose de répondre à quelques questions. Alors, juste à ceci près qu'il faut absolument qu'à 8h30, on libère l'amphi. Donc, ça nous laisse une demi-heure, ce qui est quand même déjà pas mal. On a déjà des questions sur la chaîne YouTube, puisque j'ai oublié de préciser, c'était retransmis en direct sur la chaîne du CNRS. Et si vous voulez revoir ultérieurement l'enregistrement, ce sera aussi possible. Donc je propose de prendre une question en alternance dans la salle et en alternance sur YouTube. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Est-ce que dans la salle, certains d'entre vous ont des questions? Alors, tu t'occupes du... Super, merci. Peut-être que vous pouvez vous installer au table. Bonjour, merci beaucoup pour ces présentations très intéressantes. J'ai une question de béotien, mais je vais me permettre de la poser quand même. Vous avez beaucoup parlé d'habitabilité et d'eau liquide à la surface. Alors je conçois qu'on n'a pas beaucoup de paramètres, mais vous nous avez dit que vous étiez capable d'avoir des informations sur le rayon, la masse de la planète. Pourquoi, donc vous devez, je suppose, être capable de déterminer peut-être des pressions et des températures en s'enfonçant sous la surface de la planète. On sait sur Terre depuis plusieurs dizaines d'années qu'on a une vie beaucoup plus abondante en subsurface qu'à la surface. Pourquoi ne pas imaginer? Est-ce que finalement vous sous-estimez pas peut-être l'habitabilité de certaines planètes en ne considérant que les conditions de surface, alors que peut-être il n'y a peut-être pas d'eau liquide en surface parce que la pression et la température ne le permettent pas, mais si on s'enfonce, on va trouver ces conditions qui vont permettre
d'avoir une vie abondante et comparable à ce qu'on a sur Terre. Je peux commencer ? Vous m'entendez ? Oui. Alors, oui, c'est une bonne question. Effectivement, ce qu'on attend, c'est un système vivant. Enfin, ce qu'on attend pour les exoplanètes, c'est un système vivant qui est envahi la surface de la planète au point que l'atmosphère soit modifiée. J'ai oublié de dire ça, effectivement, c'est qu'on ne peut pas juste compter sur détecter du CO2, par exemple, on en détecte dans toutes les planètes. Ça ne va pas suffire. Il faut trouver un réservoir, un gaz, des signatures biologiques d'un système vivant qui aurait envahi la planète au point de changer son atmosphère. Donc c'est ça toute la difficulté, mais avec beaucoup d'humilité, on n'est pas du tout capable aujourd'hui, je dirais, de savoir exactement ce que c'est que les biosignatures et comment on va les détecter. Mais vous avez raison, il y a beaucoup de choses à côté desquelles on va passer, qu'on ne saura pas reconnaître à distance. Merci. Alors, une question qui était plutôt pour Grégoire. Nadlep a cru comprendre que les molécules du vivant sont tournées du même côté. Et homochiralité, c'est ça ? Ou chiralité, est-ce qu'on a une explication ? Oui, alors en effet, j'en ai pas parlé. Donc, lorsque vous faites de la chimie donc abiotique, donc qui n'est pas du tout liée au vivant, si on regarde les acides aminés, donc ce qui sont constitutifs des protéines que j'expliquais tout à l'heure, en fait, vous avez deux formes possibles qui ne sont pas superposables dans un miroir. C'est comme les mains, elles ne sont pas superposables. Tac. C'est ce qu'on appelle les formes lévogir, destrogir, L et D. Et lorsque vous faites une synthèse en laboratoire, ce qu'on appelle sans aucune autre molécule qui va pouvoir orienter vers une forme D ou L, vous allez former autant de l'un que de l'autre. Et la particularité des systèmes vivants, si vous regardez les protéines, tous les acides aminés sont d'une seule forme, c'est la forme L. Et si vous regardez au niveau de l'ADN ou de l'ARN, le sucre, il est de forme D, ce qu'on appelle. Donc toute la question, c'est comment est-ce qu'on part de cet environnement où vous n'avez pas de système vivant, où a priori vous allez avoir 50-50, vers quelque chose où vous avez 100% d'une forme, à part quelques exceptions dans certaines parois bactériennes. Alors la question, donc ça vous avez différentes hypothèses. Il y a une hypothèse qui est développée par Louis Dandecourt et Cornelia Meinert qui relie ça en fait à la formation du système solaire et notamment au rayonnement UV qui aurait pu être orienté d'une certaine manière qui fait que lorsque vous faites une synthèse de matière organique qui se retrouve dans les astéroïdes, vous auriez fait un léger excès d'une forme L. Et ça va dans le sens où, lorsque vous regardez dans les météorites, certains acides aminés présentent ce qu'on appelle un excès énantiomérique, un excès en forme L, la même forme que vous retrouvez pour les acides aminés dans les protéines. Donc l'idée, c'est que cette matière extraterrestre, elle arrive sur Terre avec cet excès énantiomérique, donc vous créez ce qu'on appelle une asymétrie, vous êtes plus 50-50, vous avez 20% de la forme L. Et derrière, lorsque vous déclenchez la chimie primiotique, donc ces fameux systèmes chimiques, eh bien, ils vont pouvoir amplifier ces excès pour aller jusqu'à l'homochiralité. Et ça, en fait, c'est tout simplement lié à l'évolution, parce que l'homochiralité, c'est juste une optimisation des systèmes de manière à ce que vos molécules, vos fameuses protéines, elles puissent acquérir ces structures qui vont leur permettre de jouer leur rôle. Donc, en fait, c'est tout simplement que l'homochiralité arrive parce que ce sont les systèmes qui étaient les plus stables et plus capables de se reproduire à des vitesses les plus adaptées à l'environnement d'où elles étaient. Donc en fait, c'est lié tout simplement à la sélection naturelle qui s'applique au niveau de la chimie et qui mène, enfin, attention, c'est mon hypothèse. Après, je pense que des collègues ne seront pas forcément d'accord. Mais voilà, donc ça n'a rien de... Souvent, on parle de l'homochiralité en disant c'est le Graal, mais en fait, pour moi, c'est juste une optimisation des systèmes. Ce sont les systèmes qui étaient les mieux adaptés à l'environnement dans lequel la vie est apparue, en fait. Et in fine, c'est ce qu'on a. Mais bon, il y a plein d'hypothèses différentes. Merci. Alors, autour de la salle, si vous avez une question à poser. Bonjour. Moi, je me souviens de mes études. On disait, en fait, les premières formes de vie sur Terre, c'était les cyanophycées, qui ont justement changé l'atmosphère et mis de l'oxygène dans l'atmosphère de la Terre. Alors par contre, ce que je comprends pas bien, c'est que vous dites qu'il y a les formes de briques élémentaires, des peptides dans la soupe originelle, qui viendraient des exoplanètes ou à l'intérieur. Par contre, comment on passe de rien à de l'ADN
ou à une forme vestigiale qui permet justement d'enclencher ce processus et de prendre ces éléments premiers pour en faire de la chimie du carbone sur Terre. Comment ça apparaît? Parce que c'est une molécule complexe, l'ADN, donc il peut pas apparaître comme ça. Est-ce qu'il y a des formes intermédiaires? Voilà. Oui, il y a des formes intermédiaires. Et en fait, le gros problème qu'on a, c'est la chimie prébiotique, je ne sais pas si ça a été clair, c'est les premiers systèmes chimiques qui sont capables de se reproduire, d'accord? Qui n'ont potentiellement rien à voir, mais même quasiment... Enfin, bon, bref, qui n'ont probablement rien à voir avec l'ADN, l'ARN, les protéines que vous avez dans le système vivant. De l'autre côté, vous avez les systèmes contemporains qui sont basés sur l'ARN, les protéines, les lipides et ainsi de suite. Entre les deux, vous avez une évolution qui a été totalement contrainte par les variations de l'environnement. D'accord ? Donc, vous dire comment s'est formé l'ADN, comment s'est fait l'interaction entre l'ADN et les protéines, en fait, on n'en a aucune idée, peut-être qu'on ne saura jamais. Parce que tout simplement, on est, je pense, incapable de retracer l'histoire de la chimie prébiotique jusqu'à la vie sur Terre. Parce qu'en fait, on ne sait pas les fluctuations qui ont eu lieu. Par exemple, vous parlez des cyanobactéries, ça a éliminé à peu près 99% des espèces terrestres, il y a, je ne sais plus, c'est 2,5, 2,8 milliards d'années, je ne me rappelle plus, ce qui fait que derrière, vous avez une évolution d'espèces qui ont mené ensuite à l'extinction des dinosaures, puis les mammifères, ainsi de suite. Tout ça, on n'est pas capable de le reproduire en laboratoire. Donc, dire à partir de quand s'est fait l'interaction, c'est extrêmement compliqué. Alors après, on peut réfléchir comment on peut avoir des interactions entre les acides aminés, l'ARN, à partir chimiquement dans des tubes à essai, mais l'histoire exacte, à mon avis, ce n'est pas possible. De la même manière qu'on ne pourra probablement pas avoir la même histoire sur une autre planète. Parce que la vie est totalement dépendante de son environnement. D'accord ? C'est-à-dire que vous pouvez mettre un être humain... alors sur Mars, la capacité de l'être humain, c'est de modifier son environnement. Donc peut-être qu'il pourra y arriver, mais si vous mettez une bactérie dans un environnement sur Mars ou ailleurs, elle ne va pas avoir le même environnement, donc c'est la probabilité de survie extrêmement faible. Donc, et l'environnement évolue en même temps que la vie évolue, puisque la vie va impacter aussi son environnement. Enfin voilà, donc en fait c'est un cercle, et on ne peut pas retracer cette histoire-là, c'est impossible, on n'a pas de traces géologiques, parce que la géochimie, l'évolution géologique a modifié, et la biomasse a elle-même modifié son environnement, donc c'est extrêmement compliqué de pouvoir trouver la solution. Donc je ne sais pas, peut-être qu'on trouvera, j'en sais rien, en tout cas la personne qui trouvera aura le prix Nobel, je pense. Ça c'est sûr. Ça veut dire qu'en plus on ne pourra pas trouver ces processus différents d'autres formes de vie sur d'autres planètes avec d'autres conditions. Ouais. Alors ça c'est une des questions et un des travaux qui sera fait dans le cadre du projet dirigé par Alessandro et Maud Langlois. Justement, c'est est-ce qu'on serait capable de différencier un système vivant extraterrestre, mais qui ne serait pas basé sur les mêmes molécules que nous, mais qui aurait les mêmes processus, capable de reproduire l'évolution. Parce que en fait, lorsque souvent vous envoyez des missions spatiales, on est totalement biaisé puisqu'on va chercher les building blocks qui sont constitutifs de nos systèmes. Mais trouver des building blocks de nos systèmes n'est pas une biosignature. Un acide aminé, comme on l'a vu, vous en avez dans les astéroïdes, les comètes, vous en trouverez probablement Titan s'il y a un peu d'eau, mais ça ne veut pas du tout dire que vous avez des formes de vie. Après, si vous avez des systèmes qui sont très organisés ou des molécules très complexes comme les protéines, là on peut se poser la question. Parce que ça ne se fait pas n'importe comment. Vous ne pouvez pas le faire n'importe comment. Il vous faut de l'énergie dans le système pour avoir cette structure complexe. Donc là, on peut se dire, ok, mais ça veut dire qu'il faut avoir des outils analytiques qu'on peut envoyer sur place, ou alors avec de la chance, on peut faire les retours d'échantillons, comme disait Jean, et avoir les meilleurs systèmes analytiques sur Terre pour pouvoir analyser et peut-être voir ces molécules-là. Et c'est pour ça que c'est très très complexe comme question, en fait. Alors, une question de YouTube pour changer. Est-ce que l'eau est présente sur les exoplanètes? Alors, je pense que c'est plus pour Claire. Oui. Donc, on a trouvé déjà des planètes dont l'atmosphère contient de l'eau, sous forme de vapeur d'eau, évidemment. Donc, on ne peut pas encore savoir si l'eau peut être liquide, mais
voilà, alors ce qu'on n'a pas trouvé encore, c'est une exoplanète avec de l'eau dans l'atmosphère sous forme vapeur et qui soit propice à être habitable, donc rocheuse et dans la zone habitable. Mais ça ne saurait tarder. Je pense que dans quelques années, on aura des exemples comme ça. Pour l'instant, on a des planètes avec de la vapeur d'eau dedans, mais trop chaude pour être habitable. Et voilà, c'est une question de temps. On va bientôt trouver des planètes dans la zone habitable qui auront des traces d'eau dans l'atmosphère. Alors, on a une question dans la salle. Cyrine, s'il te plaît. J'arrive. Cours pas. Oui. Donc, dans les 5500 exoplanètes, si on trie en fonction d'une gravité qui serait proche de la Terre pour qu'une vie, veut dire plus évoluée, puisse être possible, et que cette planète tourne sur elle-même, ce qui évite d'avoir un four d'un côté et un congélateur de l'autre, est-ce qu'il reste quelque chose ? Vous voulez dire, est-ce qu'il reste des planètes la gravité ? Oui. Alors, c'est vrai que ce que vous voulez dire, c'est que beaucoup de ces planètes sont trop proches de leur étoile et donc ont été synchronisées par effet de marée. Donc, c'est vrai que la plupart de ces planètes, parce qu'elles sont plus faciles à trouver autour des étoiles de petite taille, sont proches et du coup sont synchronisées et donc probablement ont un côté jour et un côté nuit. Mais alors d'abord, on n'est pas complètement sûr. Elles peuvent être synchronisées d'une autre façon. Elles peuvent avoir quand même une rotation un peu différente. Et l'autre réponse que je voudrais faire, c'est bientôt, avec les prochaines missions prévues, on pourra trouver ces planètes de la taille de la Terre, de la gravité de la Terre, si vous voulez, qui sont autour d'étoiles comme le Soleil, donc à 1 an de distance pour être dans la zone habitable, à 1 an de période, et du coup, celles-là n'ont aucune raison d'être synchronisées. Donc ça, c'est l'objectif de la mission Plateau, par exemple, une mission européenne qui sera lancée dans l'espace pour rechercher précisément ces planètes de type terrestre dans la zone habitable des planètes géantes, des étoiles comme le Soleil. Merci. Alors, une question sur YouTube. Est-ce que le James Webb Télescope permet de trouver beaucoup de nouvelles exoplanètes ? Ce n'est pas son objectif. Donc le James Webb, il est plutôt là pour caractériser les planètes existantes et pas tellement pour en découvrir de nouvelles. Ce sont vraiment des méthodes différentes en fait. Et le temps est très précieux pour le James Webb. On va l'avoir une 20aine d'années dans l'espace. On essaye d'optimiser le temps de ce télescope pour faire vraiment de la caractérisation et l'utiliser à son optimum, d'aller chercher les propriétés dans l'infrarouge pour donc la composition des atmosphères des planètes, des choses qu'on ne peut pas faire depuis le sol. Mais chercher de nouvelles planètes, on peut le faire à la fois depuis le sol ou avec d'autres instruments spatiaux. Dans la salle ? J'en profite pour ajouter une chose sur le JWST, le James Webb. Une des choses que va pouvoir faire le James Webb, c'est aussi d'imager les disques qui entourent les étoiles jeunes et de regarder comment se forment les planètes et en particulier de pouvoir analyser entre les régions chaudes, proches de l'étoile, et les régions froides, le type de matière, et en particulier de matière carbonée, parce que c'est un observatoire infrarouge. Ça, c'est très très important, parce que ça va nous donner des indications très fortes sur, des indications que nous n'avons pas actuellement, en tout cas pas de façon aussi précise, sur la naissance des cortèges planétaires. Oui, est-ce que d'un point de vue chimique, on peut envisager d'autres formes de vie que basées sur le carbone ? Alors oui, c'est toujours la grande question. Donc, l'alternative qui est souvent présentée, c'est sur le silicium, parce que si vous regardez le tableau périodique, il est dans la même colonne, il est juste au-dessus. Mais si vous regardez sur Terre ou dans les objets interplanétaires ou ailleurs, le silicium est très vite capté dans le monde inorganique et très peu disponible.
Donc en fait, si vous regardez les nuages moléculaires, alors lorsque vous avez les zones de formation des systèmes planétaires, c'est ce qu'on va appeler les nuages moléculaires denses. Et à 81% de leur masse, ils ont des petits grains. C'est très froid comme environnement, vous êtes à 50 Kelvin, donc c'est dans les moins 250, 270 degrés Celsius, moins. Et en fait, si vous regardez, à la surface se forment des glaces. Donc en fait, vous allez avoir le cœur du grain, ça va être formé par les silicates, les produits réfractaires vont former les grains, et à la surface, vous avez les atomes qui sont plus légers, plus volatiles, comme le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, vont se déposer à la surface, et vous allez commencer à faire une glace où vous allez avoir de l'eau, du méthanol, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, ainsi de suite. Et on pense que ces petites glaces, en fait, elles sont une source très importante de la matière organique que vous allez retrouver derrière dans les astéroïdes carbonés, comme on parlait tout à l'heure, Jean. Donc en fait, le carbone, c'est la molécule, c'est l'atome en fait qui est peut-être pas le plus abondant, mais qui est certainement le plus disponible pour faire de la chimie. Et en plus, la propriété même du carbone fait que vous avez des liaisons chimiques qui sont suffisamment stables pour avoir une certaine durée de vie, mais suffisamment instables pour pouvoir les casser et en récupérer l'énergie. D'accord ? Et donc, en plus, lorsque vous mettez des molécules avec du carbone dans de l'eau qui est certainement une des molécules les plus abondantes de notre système solaire et de la galaxie, eh bien, vous arrivez à faire une chimie qui est extrêmement riche et très malléable. D'accord ? Vous pouvez casser des liaisons chimiques, récupérer l'énergie de ces liaisons, et en fait, si vous regardez vos systèmes biochimiques, c'est là-dessus que c'est basé. Donc, est-ce qu'on peut avoir une autre vie que du carbone ? J'ai vu, je ne sais plus, un article qui sortait là-dessus où justement vous changiez le solvant, vous pouviez utiliser du silicium. Mais l'eau a des propriétés particulières de diffusion des molécules. Les molécules vont bouger d'une certaine manière. Vous avez des échanges d'atomes entre les molécules. Et le carbone semble quand même vraiment être la base d'une chimie qui est propice parce que suffisamment malléable pour faire plein de choses différentes en fait. Et pour pouvoir avoir l'émergence de systèmes vivants, il faut avoir le choix, il faut avoir du choix, il faut avoir la diversité moléculaire, il faut avoir la diversité de réactivité chimique. Parce que comme c'est l'environnement qui va vous faire une sélection à un moment donné, vous n'avez pas forcément une infinité d'environnements. Donc en face, il faut avoir une infinité de possibilités de faire des sélections en fait. Et tout va dans le sens quand même que ce carbone, il présente un peu toutes les caractéristiques. Voilà. Mais bon. De nouveau, je vais juste ajouter une toute petite chose là-dessus. Le champ des possibles est certainement très vaste. Enfin, il y a quand même aussi, par exemple, la limitation de lois physiques. Et donc là, il y a un exemple sur la question que vous posez, c'est la différence entre le carbone et le silicium. Le carbone, on est tous habitués, par exemple, au CO2, qui est une molécule. L'équivalent avec le silicium, c'est SiO2, c'est du sable. Et donc, ça ne joue pas dans le même... Tout de suite, la physique vous impose une différence majeure entre les deux. Donc, ça ne restreint pas du tout le champ des possibles. Hein. Ça dit juste que, voilà, même avec des éléments proches... Pour compléter ce que tu dis, Jean, l'eau, c'est entre 0 et 100 degrés, à peu près... si vous mettez un peu du sel et tout ça, bref. C'est la gamme de température dans laquelle vous pouvez avoir l'eau liquide. Là-dedans, le carbone, il se trouve super bien pour faire de la chimie. Vous mettez du silicium, vous n'aurez pas du silicium gazeux comme ça, ou alors vous allez à des températures extrêmement élevées. Donc tout est lié en fait, d'accord ? C'est-à-dire que pour que vous puissiez avoir le développement de structures, de systèmes chimiques suffisamment stables, qui aient le temps de se reproduire dans le temps, différentes générations pour pouvoir évoluer, il faut qu'ils aient une certaine stabilité. Et donc ça, c'est lié aux conditions, toujours pareil, de l'environnement. Et où vous avez une chimie qui est le plus stable dans une gamme de température et de pression la plus large possible, c'est dans l'eau, et le carbone, là-dedans, vous faites une chimie qui va dans le bon sens, quoi. Ce qui n'est pas le cas, comme disait, du silicium, par exemple. Alors, une question sur YouTube. Quelles sont les premières formes de vie sur Terre qui font consensus ? Comment on les a détectées ? Quelle taille ? Quel âge ? Je crois que c'est plutôt pour Jean. Oula, malheureusement, alors je vais faire une excusation. Ce n'est pas réellement mon domaine de recherche, donc là j'aurais du mal à répondre de façon précise. Il y a des spécialistes de ça dans la salle, s'ils veulent ils peuvent intervenir là-dessus. Je vais dire que d'un point de vue de quelqu'un qui ne travaille pas sur le sujet de façon précise, il me semble que, en gros,
Il y a un consensus absolu à 2,7 milliards d'années, où là, vraiment, il y a des choses qui, indubitablement, sont du vivant. Je dirais à 3,5, j'ai rencontré l'essentiel de mes collègues qui me disaient « si, c'est bon, on sait que ça, c'est du vivant ». Et puis, il y a un certain nombre de collègues qui m'ont expliqué, et je dois dire de façon assez convaincante, qu'il y a encore matière à débat là-dedans. C'est-à-dire que... après, tout le problème de ça... Alors, à nouveau, je ne suis pas spécialiste de ça, mais donc je vous retranscris mes discussions, que j'ai eues d'ailleurs récemment, en pensant que j'allais parler d'un sujet sur lequel je ne suis pas très compétent, avec les gens qui sont compétents. C'est... Quel est est-ce qu'il existe des marqueurs indubitables de forme de vie? Et donc ça peut être l'équivalent de ce qu'on appelle des biosignatures pour les planètes. Et ça, c'est la réponse, et la plupart du temps, non. C'est-à-dire il n'y a pas de choses où on peut... Par exemple, à un moment, on a pensé, enfin moi c'est ce que j'avais entendu de l'extérieur, que les signatures isotopiques pouvaient aller dans ce sens, parce que donc, les isotopes qui sont différentes, un élément chimique avec différentes masses, l'oxygène 16, 17, 18, les différents isotopes du soufre, les différents isotopes du carbone. Effectivement, la vie génère des fractionnements isotopiques. On voit des déplacements isotopiques, c'est-à-dire des différences de composition isotopique, mais si jamais seule la vie pouvait faire ça, ce serait fabuleux. Parce que là, on a les instruments maintenant pour mesurer de façon suffisamment précise ces déséquilibres isotopiques, qui sont à peu près de l'ordre de quelques pourcents. Malheureusement, et là ça a été montré de façon assez claire, il y a des processus abiotiques qui produisent ces mêmes déplacements isotopiques de quelques pourcents. Donc ça, par exemple, c'est un marqueur qui est intéressant, mais qui n'est pas suffisant. Donc voilà, donc en gros, voilà, c'est une réponse... alors, encore une fois, en gros, vers 3,5, il y a pas mal de gens qui pensent que... Voilà, il y a des... Maintenant, dans la salle, je reconnais, je les vois, je peux même dire les noms de gens qui s'y connaissent, dont c'est le travail en permanence. Si vous voulez ajouter quelque chose, je serais très content. Sylvain ou... C'est bien, ça t'a... Ma réponse te convient. Si tu veux dire quelque chose de plus précis... Voilà. Oui, mais voilà. Ouais, moi, je pense que quand même, il y a une chose qui est quand même importante que tu caches un peu, c'est que qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est que la vie sur Terre, quand elle est apparue il y a 3,5 milliards d'années, ce sont des eucaryotes, ce sont donc des bactéries qui n'ont même pas de noyau et qui vont attendre jusqu'à moins 500 millions d'années à peu près, hein, pour commencer à se faire. Bon, les eucaryotes sont arrivés un peu avant, mais quand même, pendant 90% du temps de la Terre, eh bien, la vie en question, c'est juste des bactéries. Absolument. Hein, et qu'il n'y a pas vraiment de raison que sur des processus un peu identiques, sur une autre planète, ça ne soit pas un peu le même problème. Hein. Ouais. Donc l'idée que c'est très simple, on prend la première planète qui est là et on va trouver des petits bonshommes qui seront comme nous, qui auront les mêmes... C'est totalement débile. Donc oui. Voilà, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. La vie, c'est essentiellement des bactéries. Et absolument. Ça c'est un point très très important, la remarque de Louis. On a tous, lorsqu'on se dit une planète habitable, une planète habitée, instantanément, en gros, on envisage cet amphi avec des gens légèrement différents, mais... Donc c'est évidemment pas ça. Sur l'histoire d'une planète, c'est tout à fait ce que décrit Louis, c'est-à-dire une planète habitée, la plus grande probabilité, c'est que ce soit une planète avec des bactéries, voilà, qui ne sont pas particulièrement désireuses de communiquer, qui n'émettent pas beaucoup de messages. Donc oui, ça, de ce que nous connaissons de la vie, ça me paraît très clair. Et sur des échelles de temps, en plus, qui sont très très longues, hein, même ramenées à l'âge de la galaxie. On est en train de parler de milliards d'années. La galaxie, c'est pas tant que ça non plus. Donc oui, quand on parle de planète habitée, on parle de ça. Voilà, oui, ça c'est très juste. Merci.
Alors j'ai une question un peu philosophique, je pense que ça sera la dernière. C'est, puisqu'on peut observer, ce qu'on peut observer, c'est le passé des étoiles et des planètes, comment on fait pour rechercher la vie présente? Je peux répondre si vous voulez. Alors, quand on envisage de chercher de la vie sur des planètes qui ne sont pas dans le système solaire, on regarde quand même notre voisinage très très proche. On est sur des étoiles qui sont à quelques dizaines d'années-lumière, quelques centaines maximum. Donc le passé, tout est relatif. On est vraiment dans leur présent. Si les échelles de temps des systèmes vivants sont comme sur la Terre de l'ordre de milliards ou de centaines de millions d'années, on est tout à fait dans le présent. Donc ce n'est pas un problème qui se pose en fait. Merci. Alors, comme cette réponse était relativement rapide, on a peut-être le temps de prendre une dernière question dans la salle, s'il y en a une. Oui. Merci. Est-ce que on sait d'où vient ou comment s'est formée la matière organique trouvée sur les qu'il y a sur les météorites? Alors, c'est réellement la question que vous venez de poser est sans doute une des choses qui occupe le plus la communauté qui travaille sur ce genre d'objet. C'est vraiment une des questions principales de alors on appelle ça la cosmochimie, ce que nous faisons. C'est de comprendre, donc je répète la question, l'origine de la matière organique que nous observons dans les météorites ou les micrométéorites, la poussière, qui représente l'essentiel de la matière extraterrestre qui tombe sur Terre, mais qui n'est pas fondamentalement différente des météorites. Alors, l'origine de cette matière organique, donc nous, les personnes qui travaillons sur ces objets, on va se batailler sur cette origine. Donc, je vais vous dire les trois hypothèses, mais en gros, donc, soit c'est une origine, donc l'hypothèse la plus ancienne en termes de formation, c'est une origine qui daterait, pour certaines molécules, quasiment du vrai milieu interstellaire, c'est-à-dire quelque chose en dehors du système solaire qui a été apporté, probablement plus raisonnablement dans la phase qui prédate légèrement la formation de l'étoile. Donc c'est ce que vous avez peut-être entendu le mot là, ou alors dans la journée, c'est pour certains d'entre vous, si certains étaient là, du nuage moléculaire, c'est-à-dire ça, c'est la zone dense de la galaxie où se forment les étoiles en général et où s'est formé le Soleil dans le cas du nuage protosolaire. Donc ça, c'est une phase où les gaz, sous l'effet de la gravité, se contractent, et là, il y a des zones où il commence à y avoir une densité de matière suffisante pour qu'il y ait de la chimie qui se passe sous l'effet du rayonnement, parce que là aussi, il faut un apport énergétique pour qu'il y ait de la chimie. Et là c'est très clair. Là, on n'a pas de doute, il y a de la matière organique qui se forme, il y a des petites molécules, on les observe. Probablement, elles se complexifient assez vite. La question on n'a pas de doute sur le fait qu'il y a de la matière organique qui se forme à cet endroit-là. Ce que nous ne savons pas, c'est si la matière organique que nous observons maintenant dans les météorites, qui est clairement extraterrestre, est-ce qu'elle n'a pas trop changé depuis cette formation, ou alors est-ce qu'elle a été partiellement remobilisée, voire complètement remobilisée? Il y a pas mal d'exemples dans la nature, par exemple dans la nucléosynthèse stellaire ou dans d'autres phénomènes, où la nature s'amuse, si je puis dire, à former des choses, et puis pratiquement elle redétruit tout, et puis elle le refait. Alors donc, il y a cette première source, les nuages moléculaires, donc là l'étoile est à peine formée, il n'y a pas de planète. Ensuite, il y a un deuxième endroit où il y a de la matière organique qui se forme, il y a un deuxième moment plutôt d'ailleurs, je devrais dire, c'est le disque. Donc là, l'étoile est formée, il y a un disque autour de l'étoile de nuages, de gaz et de poussière. Dans ce disque, pareil, il y a des zones froides, irradiées, où là, il y a de la matière organique qui se forme, qu'on observe, que JWST va d'ailleurs beaucoup mieux observer maintenant. Et là, il y a de la matière organique qui se forme, et très probablement, cette matière organique, là, on pense qu'on en a dans les météorites pas trop modifiées.
Et puis il y a un dernier endroit où de la matière organique se forme de façon très claire, c'est à la surface par exemple des objets glacés. Et eux, ils sont formés très tôt aussi, hein. C'est-à-dire il y en a qui sont très anciens. Et là, ces surfaces glacées, donc là c'est par exemple tous les objets qui sont au-delà de Neptune, hein, là, de ce point de vue-là, d'ailleurs, je vous encourage, si ça vous intéresse, de regarder les images qui ont été faites par la sonde New Horizon, qui a survolé Pluton. C'est des images qui sont absolument magnifiques, de survol. C'est quand même, enfin moi, je continue à trouver ça complètement incroyable qu'on voit la surface de ces corps-là. Il y a des images de ça. On voit des étendues de glace avec dedans du red stuff, comme ils disent, et il y a de la matière organique à la surface de ces objets. Cette matière organique, on pense de façon assez claire qu'elle a été formée. Bon, il y a pas mal de processus qui peuvent la faire, mais en particulier l'irradiation de ces glaces. Donc voilà, et donc vous voyez ces trois endroits dont je viens de parler, c'est trois époques très différentes du système solaire. Chacune produit de la matière organique et on en retrouve donc dans les météorites. Voilà. Réponse un petit peu longue. Alors, merci beaucoup. En plus, il est 20h30 pile poil. Donc, merci à tous pour votre attention et merci aux orateurs.